Bonjour et bienvenue sur Chef, je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Aujourd'hui, mon invitée est Florence Léraud. Florence est formatrice en compétences comportementales pour les managers. Nous abordons ensemble le sujet de l'écoute. Et si vous êtes fidèle à Chef, vous savez que l'écoute est une pratique qui est très utilisée par mes invités et que j'affectionne particulièrement. L'écoute est une compétence qui se travaille. Et j'avais à cœur d'accueillir sur le podcast quelqu'un qui pourrait nous donner des clés très concrètes sur la manière d'apprendre à écouter. Cet épisode est court mais intense, alors accrochez-vous. Florence est pétillante et elle est passionnée par son sujet. Écoutez-la bien et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Florence Léraud. Bienvenue Florence sur le podcast. Merci Sophie. Alors Florence, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas te présenter, mais je vais te laisser te présenter car tu as un parcours qui moi m'a beaucoup intéressée et qui n'est peut-être pas commun. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours, les grandes étapes de ton parcours et peut-être les déclics que tu as vécus ? Oui, avec plaisir. Quand j'ai terminé mes études, donc je suis arrivée en entreprise, en aménagement du territoire. J'étais chef de projet et donc je travaillais sur l'aménagement de la ville. Et j'étais pas vraiment tant intéressée par la technique. En fait, au quotidien, je m'éclatais pas vraiment. Par contre, le côté humain et le côté vraiment équipe, travail collaboratif, ça me passionnait. J'ai passé donc 7 ans en entreprise à être assez sensible à l'engagement global, à la manière dont les gens arrivaient le matin, à la motivation, qu'on arrive le matin et qu'on soit content de se retrouver et qu'on soit content de bosser ensemble. Et c'est pas vraiment ce qui se passait globalement, surtout que moi c'est finalement la seule chose qui me raccrochait à mon bien-être quotidien. Et en fait, j'étais très sensible juste au désengagement, à la démotivation, à la manière de communiquer avec les personnes, au fait que la cohésion, elle était pas forcément présente. Et ça me coûtait beaucoup. Et puis, il y a eu une sorte on peut dire que c'était un déclic. En fait, notre boîte a fusionné avec une autre. Et il y a eu un discours de notre directeur qui était là donc pour nous accueillir et motiver un peu les troupes. Et en fait, son discours, autant les mots choisis étaient en soi motivants, mais par contre, la manière dont il a prononcé son discours était... Je sais pas comment le dire de manière très élégante, mais en tout cas, moi, ça ne m'a pas du tout motivée. Vraiment, il était assez mou et en fait tout le monde s'endormait et donc je regardais autour de moi et je me disais mais qu'est-ce qui se passe là en fait ? Est-ce que vraiment on est accueillis comme ça ? Est-ce que vraiment ce discours-là est censé nous motiver et nous galvaniser un peu ? Ouais, complètement nous embarquer dans cette nouvelle ère, etc. Et puis en parallèle en fait, donc ça c'était un premier déclic et en parallèle de ça, moi je faisais de l'improvisation théâtrale. J'ai commencé le théâtre à l'âge de 10 ans et ensuite j'ai découvert l'improvisation théâtrale et pendant mes cours, on apprend à être vraiment dans l'instant présent, à être à l'écoute, à construire des choses avec ses partenaires de jeu, à être impliqué vraiment dans ce qu'on fait, dans l'énergie, etc. Et je me disais, mais en fait, tout ce qu'on est en train de travailler là en cours, c'est exactement ce dont l'entreprise a besoin pour justement avoir plus d'implication, plus d'engagement, pour que les personnes soient plus épanouies. En tout cas, je me disais, si c'était transmis en entreprise, mais ça ferait complètement des miracles. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ça qui m'animait complètement. Donc aujourd'hui, tu fais quoi ? Tu accompagnes les entreprises pour améliorer les prises de parole des managers, des leaders. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, complètement. Aujourd'hui, j'accompagne les managers, effectivement. Je suis formatrice sur les soft skills, donc en gros tout ce qui est compétences comportementales, savoir-être. Et en l'occurrence, donc j'accompagne les managers à faire grandir leur équipe, à faire en sorte que leurs collaborateurs soient plus engagés, plus motivés, soient mieux au quotidien finalement. Donc ça passe, oui, parfois par de la prise de parole, ça passe par de la posture, ça passe par de la connaissance de soi. C'est peut-être l'occasion d'en parler dans cette conversation, mais c'est ma fonction aujourd'hui, ma mission. Ce qui t'anime, c'est vraiment que les gens, en fait, se sentent bien au travail et se sentent motivés pour leur job, pour les tâches qu'ils ont à faire. Ouais, exactement. On passe tellement de temps au boulot. Moi, ça a été mon constat quand je me disais, mais en fait, là, j'attends impatiemment, quand je bossais en entreprise, j'attends les pauses, j'attends les soirées et j'attends les week-ends. Je me disais, mais j'ai 28 ans, je ne peux pas vivre comme ça. J'ai besoin de m'éclater, de prendre du plaisir au quotidien.
Je t'ai invité sur le podcast parce que, donc déjà, je trouve que ton parcours, il est super intéressant. En tout cas, moi, il me parle beaucoup. Et il me parle d'autant plus parce que finalement, tu accompagnes les managers, mais dis-moi si je me trompe, t'as toi-même jamais été manager. Par contre, t'as vécu et t'as ressenti très fort les conséquences d'un mauvais management, d'un mauvais leadership. Et du coup, t'en as fait ta mission. Donc ça, c'est une première chose. Je trouve que j'interroge sur le podcast beaucoup de managers pour donner l'exemple. Mais je trouvais ça hyper intéressant d'avoir la vision plutôt du collaborateur, du salarié qui est face à un manager ou un leader qui n'est pas performant dans son rôle de management. Et la deuxième chose, c'est aussi que avec ta casquette de formatrice, quand tu m'as expliqué ce que tu faisais et comment tu le faisais, et puis que je l'ai vécu aussi à tes côtés, en fait, j'ai trouvé que c'était très pédagogique, très concret, très simple. Donc voilà, les deux réunis, je me suis dit que ça faisait un super combo pour Chef et pour mes auditeurs. Tant mieux, je suis ravie. Alors, peut-être pour entrer dans le vif du sujet, je serais intéressée par comprendre quelles sont les qualités que tu mets derrière le mot manager. Sur quelle, peut-être discipline, qualité, compétence, tu fais travailler les managers? La première de toutes, et j'ai l'impression que toutes les personnes qui ont été invitées dans ton podcast en ont parlé, c'est l'écoute. Et c'est pas pour rien parce qu'en fait l'écoute, pour moi, elle est indispensable pour une relation de qualité, pour une relation de confiance. Et du coup, l'écoute, un manager doit le développer pour que justement il arrive à comprendre son collaborateur et pour qu'il y ait ce lien de confiance qui s'instaure entre les deux. Mais c'est compliqué parce qu'on se dit oui, non mais l'écoute, ça va. J'ai des oreilles, je sais écouter. C'est ça, je sais écouter. Mais en fait, écouter vraiment, on l'a pas forcément appris parce qu'en général, en tout cas moi, avant d'apprendre à écouter, j'écoute pour répondre, j'écoute pour donner un conseil, j'écoute en vue d'un objectif particulier. Enfin, je peux avoir une intention derrière mon écoute autre que écouter. Alors que quand on dit écouter son collaborateur, c'est entre guillemets simplement être présent au service de ce que l'autre me dit et en fait réceptionner, mais être attentif à tout ce qui se passe. On parle beaucoup de signaux faibles en management, c'est-à-dire tout ce qui est le paraverbal, le non-verbal, ça dit énormément au travers des mots. Enfin, au-delà des mots, il y a beaucoup de choses qui sont transmises. Donc, déjà, qu'est-ce que mon collaborateur me dit ? En posant toutes ces considérations, en posant sur la table sa manière de voir le monde, ses propres croyances, etc. C'est OK, je me mets à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il vit vraiment ? Et j'essaie, et je fais le maximum pour le comprendre. Et ça, pour moi, mais c'est déjà... j'ai pas un pourcentage, mais c'est beaucoup du job du manager en tout cas. En fait, c'est tellement plaisant d'être écouté. On appelle ça l'écoute empathique en communication non violente. Parfois, juste écouter, ça suffit. Il y a pas besoin de chercher à aider ou quoi que ce soit. Juste écouter, ça fait des miracles, quoi. La raison peut-être pour laquelle on entend beaucoup le mot écoute sur Chef, c'est parce que moi, je suis convaincue de ça aussi. C'est une compétence et une qualité que j'ai envie de mettre en avant parce que je crois aussi très fort au pouvoir de l'écoute et je crois aussi très fort qu'en entreprise, on n'écoute pas assez, même si on pense écouter. Du coup, là, peut-être ta casquette d'ancienne salariée qui a peut-être vécu un management moins performant, est-ce que tu peux peut-être me donner un exemple de ça, de cette situation de je suis face à un manager peut-être qui pense m'écouter, mais en fait, moi, collaborateur, je ressens qu'il m'écoute pas. Tu vois, est-ce que, et pour aider peut-être des auditeurs qui diraient mais moi j'ai l'impression d'écouter en fait, c'est quoi les repères de comment je sais que je suis suffisamment à l'écoute de mon collaborateur? Ouais, en fait moi dans mon expérience passée, ma relation avec mes managers c'était beaucoup l'entretien annuel qui est un moment clé pour tout le monde. Voilà. Et en fait pendant l'entretien annuel on suivait les points qui étaient dictés par le formulaire. Mais j'avais la sensation que mes managers, parce qu'il y en a eu plusieurs, ne s'intéressaient pas forcément à vraiment qui je suis, moi, Florence, personnellement, et qu'est-ce qui m'anime. Et que c'était plus, OK, on regarde tes missions, OK, on regarde tes objectifs, mais en fait, il n'y avait pas cet intérêt pour la personne. Et je pense que le lien de confiance, il se crée quand on s'intéresse vraiment à la personne et qu'on laisse un peu de côté pendant un moment précis de l'entretien, qu'on laisse un peu de côté le côté performance, atteindre des objectifs et tout ça, mais plus qu'on se dise non mais comment tu te sens en ce moment ? Et pas ça va ? Comment je peux améliorer mon niveau d'écoute ? Comment j'améliore mon écoute ? Alors déjà je me tais.
Ça paraît bête à dire, mais je laisse l'autre parler. C'est-à-dire écouter. Je crois que c'est une personne qui en parlait aussi. J'étais d'accord avec elle dans cet épisode-là. C'est écouter, c'est je me tais l'autre parle 80% du temps et moi j'ai 20% du temps. Le reste du temps, vraiment, j'écoute. Et comment je fais ? Je pose des questions ouvertes. Avec, donc c'est le fameux CQQ, c'est occupé là, par exemple. Donc comment, qu'est-ce que, quoi, etc. Pour que l'autre ait des choses à développer. Et du coup, en termes d'outils, c'est je pose des questions ouvertes et je relance avec, c'est-à-dire, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Et l'outil pour le manager, pour moi, c'est vraiment se dire... est-ce que là, je fais vraiment attention à ce qu'il me dit vraiment, à ce qu'il ou elle me dit vraiment ? Ou est-ce que je suis dans ma tête à faire des liens, à vouloir, je sais pas, à trouver une solution est-ce que je suis dans ma tête avec moi-même ou est-ce que je suis vraiment pleinement disponible ? Pour moi, il est là le baromètre. Enfin, le baromètre, l'indicateur, quoi. J'ai envie qu'on creuse un petit peu ce point-là, si c'était OK. Si je reprends l'entretien annuel, on a quand même un objectif il faut que le collaborateur, il en ressorte motivé, avec des objectifs clairs, smart, atteignables, mesurables, etc. Mais du coup, si je passe 80% à l'écouter, est-ce que j'arrive quand même à lui faire passer déjà mes messages d'évaluation, de performance, mes messages d'objectifs ? Et puis, il y a quand même un risque pour que ce qu'ils me disent, ça soit pas vraiment en adéquation avec les objectifs que j'ai envie de lui donner. Donc, je me mets à la place d'un manager qui est pas très à l'aise dans l'exercice ou qui veut pas prendre le risque de se retrouver en porte-à-faux. Je vais peut-être pas trop l'écouter non plus, quoi. Ouais, carrément. Je pousse le bouchon, après, mais... Non, mais tu fais bien. En fait, l'entretien annuel, il est quand même cadré. Et c'est juste que dans certaines parties, typiquement au début, je commence pas par OK, alors premier point, revue de tes missions, mais plus OK, alors on va prendre là, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure pour vraiment voir comment tu te sens toi. On va parler de toi. Et c'est typiquement pendant ce quart d'heure-là qu'on laisse la personne dérouler. Et puis après, ça reste effectivement pendant l'entretien annuel, tu peux pas parler que 20% du temps parce que c'est vrai qu'il y a une structure, il y a des messages à transmettre, etc. Donc, la fonction de l'entretien annuel, c'est pas que l'intérêt n'est pas que d'écouter. C'est juste que dans des moments précis, dans des étapes de l'entretien, c'est important d'avoir cette capacité de mettre l'objectif de côté pour vraiment écouter son interlocuteur. Et du coup, peut-être un moyen de réussir son entretien annuel, c'est, parce qu'on était sur ce sujet, donc je prends cet exemple qui est vraiment un moment clé, mais c'est tout au long de l'année d'avoir des moments d'écoute où je l'écoute à 80% pour que derrière, mon entretien annuel, mes objectifs, etc., soient beaucoup plus pertinents et répondent à qui il est vraiment. Mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas être le seul moment d'interaction. Pour moi, effectivement, c'est les points hebdomadaires. C'est surtout là, l'écoute, c'est au quotidien. C'est vraiment être attentif. Je donnais tout à l'heure l'exemple de la question ça va. Demander si ça va, ça sert presque à rien. Enfin, c'est un truc conventionnel. La personne dit oui, ça va, mais en fait, pas forcément. Elle le dira pas comme ça. Alors que si tu te poses, que tu t'attaches vraiment, tu fais un eye contact et tu t'es impliqué dans la conversation et tu dis mais en ce moment comment ça va, et que tu laisses un silence, la personne elle sera déjà un peu plus invitée à développer parce qu'elle sent que c'est une question importante. Alors que ça va comme ça vite fait quand tu commences un point, c'est pas une vraie question quoi. Donc effectivement c'est les points réguliers durant lesquels vraiment il y a cette écoute là qui est instaurée. Du coup, ça me fait venir plusieurs questions. La première, c'est est-ce que c'est OK d'écouter quelqu'un et derrière de pas savoir quoi faire de sa matière ? Je pense qu'en entreprise, on est beaucoup, et encore plus quand on est manager, on est drivé par les résultats, le fait d'avoir de l'impact, de faire bouger des lignes, etc. Et sauf que parfois, il y a des collaborateurs qui nous disent des choses dont on sait pas quoi faire. Parce que ça, c'est dans leur sphère personnelle. Et du coup, ça peut nous mettre mal à l'aise quand on a rien à faire, mais qu'on s'est un peu pris le problème de l'autre, tu vois, quand même. Je sais pas, je vais donner un exemple, mais t'écoutes quelqu'un qui dit oui, en ce moment, je dors pas beaucoup, j'ai, je sais pas, mon fils ou ma fille qui fait passer nuit, j'avoue que c'est difficile, et puis mon mari, il est pas là. Bon, bref. Tu prends tout ça, puis toi, du coup, en tant que manager, tu sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais oui, complètement, parce qu'il y a un curseur à trouver. Alors, c'est vraiment propre à chacun. C'est attention, je suis pas la bonne copine, le bon copain, je suis pas le psy, je reste en posture de manager. Et donc, la grande question aussi, c'est comment moi, je vois mon rôle de manager, comment moi, je suis au service de mes équipes, enfin, jusqu'où je suis au service de mes équipes. Donc, ça, c'est vraiment une question individuelle. Il n'y a pas de bonne réponse. Enfin, pour moi, c'est vraiment chacun qui donne sa propre réponse. Et après,
En fait, je pense que on peut se retrouver un peu démuni, se dire mais qu'est-ce que je fais de ça? Parce que, en tout cas, moi, avant, je n'avais jamais appris à juste être là et accueillir les paroles d'une personne. Parfois, accueillir ça et être vraiment en empathie et dire oui, je comprends, oui, c'est vrai, et reposer des questions. Et puis remettre aussi dans l'instant présent et là de quoi tu aurais besoin pour que ça se passe bien, par exemple, en quoi je pourrais être utile pour juste ça. En fait, ça aide et c'est extrêmement aidant. Rien qu'être en écoute, en empathie et en observant ce qui se passe, quitte à donner un reflet, un retour un peu miroir. Dire c'est vrai que là je sens que ça a l'air compliqué en ce moment pour toi, d'un point de vue personnel avec ta famille, même si on a l'impression de répéter. En fait, pour la personne, ça peut être tellement aidant. Parce qu'au quotidien, cette écoute, elle est peu présente, en général. Quel est ton conseil? Je me mets à la place d'un manager qui a envie de tester l'écoute, qui a envie d'avoir des moments où ses collaborateurs lui disent des trucs. Mais parlez-moi. Voilà. Mais parce qu'il se dit, c'est quand même une bonne pratique que j'écoute dans tous les épisodes, que j'entends dans tous les épisodes de Chef. Très concrètement, comment je mets en place et comment je switch? Parce que si j'avais pas beaucoup de moments d'écoute avec mes collaborateurs, que du jour au lendemain, je leur dis bon alors et toi comment ça va? Dis-moi vraiment. Non mais là j'ai l'impression que tu me dis pas vraiment ce que t'as dans les tripes. Fais-moi confiance. Voilà. Ça va pas être très lisible pour les collabs. Comment faire? Ouais, progressivement. Déjà progressivement, parce que c'est vrai que tu veux pas directement mettre un point dans un calendrier d'une heure et dire bon bah là je vais t'écouter pendant 1 heure, hein, tu vas me parler de toi. Ben non en fait, pas forcément. Donc y aller progressivement, c'est-à-dire peut-être que au prochain point qui a prévu avec ce collaborateur-là, vraiment prendre les 10 minutes du début pour demander comment ça va. Et puis montrer l'exemple aussi. En début de réunion, dire soi-même comment ça va vraiment. Essayer d'être un peu plus presque transparent, de s'ouvrir plus en tout cas, pour inviter les autres à montrer que c'est bon, safe space. On peut se dire les choses ici et ce sera pas utilisé contre vous. Ça ne peut que nous faire grandir les uns les autres. Donc par exemple, prochaine réunion d'équipe, tour de table. Et si chacun partageait, je sais pas, une petite fierté de la semaine, je sais pas, partager quelque chose qui vous a rendu content ce matin, et vraiment montrer qu'on est intéressé par les réponses des personnes et soi-même transmettre quelque chose qui compte vraiment pour soi. Et progressivement, comme ça, montrer l'exemple et pour que les personnes se rendent compte que ah oui, en fait, c'est intéressant pour l'autre. Donc ça me donne envie de peut-être me livrer un petit peu plus, sachant que chacun garde la liberté de savoir jusqu'où il va se livrer ou pas. Enfin, chacun est libre de ça, mais en tout cas, instaurer ce lien de confiance pour se dire, ok, c'est possible et ce sera bien accueilli. Donc, commencer par des petites touches. Ouais. Juste déjà la question, comment vas-tu? Ouais. Et puis, en réunion d'équipe, instaurer des moments où on fait un tour de table et les gens partagent quelque chose de leur quotidien. Et au moins, en tant que manager, je partage aussi. Et je suis même le premier, peut-être, à le partager. Carrément. Je me dis, je sais pas ce que t'en penses, mais que si parfois on peut changer une méthode de management, on peut aussi l'expliquer, d'expliquer à ses équipes en disant je suis en train de me former ou je cherche à améliorer mes pratiques de management. Il y a une thématique qui m'intéresse, c'est développer davantage mon écoute. Je vais peut-être commencer à insuffler dans des réunions d'équipe ou des points individuels, des temps où j'ai envie qu'on s'écoute mutuellement. Parce que c'est important pour moi, et expliquer pourquoi c'est important. Oh oui. À fond. C'est vrai que avoir l'humilité d'expliquer à son équipe que c'est un point sur lequel on a envie de s'améliorer et qu'on a envie de mettre ça en place. Et en plus, ça permet de le valider aussi. Dire, est-ce que ça vous va? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous va? C'est une question fermée, mais qu'est-ce que vous en pensez qu'on mette ça en place? Est-ce que vous avez d'autres idées, etc. Ça peut être super bénéfique. C'est clair. C'est clair, à fond. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu d'impro. Ouais, avec plaisir. C'est une compétence qu'on commence à avoir de plus en plus, mais qui n'est pas encore très répandue, en fait, en entreprise. Comment, toi, tu utilises l'impro et comment on peut l'utiliser en entreprise et à quelle fin? Alors déjà, peut-être en petite introduction, moi, avant, ça me faisait extrêmement peur. Moi, je viens plutôt du monde du théâtre et l'impro, ça me faisait peur parce que je me disais, mais je vais pas savoir quoi dire sur scène, je sais pas ce qui va se passer. Et donc, cette notion d'inconnu me créait un inconfort énorme. Et en fait, quand j'ai commencé l'impro, je me suis rendu compte qu'on n'était pas tout de suite lâché sur scène comme ça, à dire, vas-y, fais-moi rire. C'était pas du tout ça. C'était plus pour être capable de construire une histoire
avec d'autres partenaires sur scène face à un public, en fait, tu as besoin d'avoir travaillé plein de compétences auparavant qui vont te permettre d'arriver à ce résultat final-là. Et pour travailler ces compétences-là, en fait, quand on est en cours d'impro, on fait une multitude de jeux qui nous mettent en condition, en gros, qui viennent vraiment muscler toutes ces compétences comportementales. Et c'est ça, finalement, que je viens faire travailler aux personnes en entreprise. C'est pas allez-y, vous êtes sur scène, on va faire une scène entre un boulanger et la voisine du premier étage, mais on va vraiment pas commencer par là, voire on ne fera jamais ça. Ça va plus être, en fait, on va travailler au travers de jeux pédagogiques, on va utiliser l'improvisation pour venir travailler des compétences comportementales. Donc, par exemple, on parlait de l'écoute, on travaille grâce à l'impro. Il y a par exemple aussi l'acceptation. Comment, dans une situation, je fais pour être pleinement dans l'accueil de ce qui se passe et pas dans le déni de non, je ne veux pas voir ce qui est là, ou dans le fameux oui mais oui c'est intéressant mais il y a des contraintes budgétaires, mais on n'aura jamais le temps, mais là blablabla, mais plus réussir à être dans cet accueil de ce qui est. Et ça, c'est pas intuitif du tout. Enfin, selon l'éducation qu'on a reçue, c'est pas toujours intuitif. Donc, on vient travailler l'acceptation, le fait de dire oui et. On vient travailler la valorisation, c'est-à-dire comment je mets en lumière mon partenaire de jeu. Et comment et pour se rendre compte que le fait de mettre en lumière mon partenaire de jeu, ça va non seulement le valoriser lui, mais me rendre meilleur moi. Parce que du coup, je vais pas avoir le focus sur ma propre personne, du coup, rentrer dans un état de stress et vouloir bien faire et être excellent, mais plus me dire comment je fais pour rendre l'autre exceptionnel. Et en général, ça nous rend meilleurs nous-mêmes. Mais l'objectif n'est pas centré sur nous, en fait. Et ça, la valorisation, mais en entreprise... mais qu'est-ce que ça fait, enfin en entreprise et même au quotidien, mais ça fait un bien fou. La culture française est plutôt du style à venir pinailler et pointer du doigt tous les petits sujets sur lesquels ça c'est pas super, ça aurait pu être mieux, ça c'est mal fait, ça c'est ceci, alors qu'en fait quand on vient valoriser ce qui est bien fait et de manière sincère, parce que la sincérité c'est un des piliers du management, en fait en face la personne, non seulement ça la met plus en confiance, mais en plus elle sera plus encline à recommencer et à plus oser et se bonifier entre guillemets, enfin en tout cas à accéder à sa zone de génie comme on pourrait dire. Donc la valorisation c'est quelque chose qui est très puissant, mais voilà, pour lequel il y a dans certaines cultures d'entreprise on peut être un peu frileux encore quoi. Alors comment on fait pour justement valoriser, par exemple, on dit mais c'est génial. Tout simplement, on dit mais ouais, top, trop bien, vas-y, continue, c'est super. C'est des choses, alors en impro il peut y avoir des jeux qu'on fait dans lesquels ça peut être très la structure peut être assez lourde, parce qu'en gros dès qu'une personne dit quelque chose on dit ouais c'est génial, mais bravo, mais c'est génial. Donc ça peut être un peu lourd en soi en termes de structure. Par contre on se rend compte du bénéfice que ça procure à l'autre, de recevoir autant d'encouragement et autant de valorisation. Et quand on se rend compte des bienfaits que ça procure, ça donne envie d'être plus comme ça au quotidien. Et donc, saupoudrer, dès qu'on trouve que quelque chose est bien fait, juste le dire ah ouais, super, top ta présentation, vraiment bien. Mais que ce soit sincère, pas le compliment pour le compliment, mais en gros, essayer de mettre des lunettes et si là tu regardais tout ce qui va bien, au lieu de pointer du doigt tout ce qui pourrait être mieux. Juste pointe du doigt tout ce qui va bien, et comme ça va faire du bien. C'est un peu comme ça qu'on élève les enfants. On dit pas là quand même ta chaussure tu l'as mal mise. On dit non ouais c'est super, vas-y continue. Et c'est à force d'encourager que l'enfant réussit à se développer et à acquérir tout un tas de comportements. Donc c'est pareil quoi. Je sais pas si c'est une pratique que tu as, mais j'avais déjà vu que par exemple pour des réunions d'équipe, il y a une personne qui se met un peu au centre du cercle et tout le monde lui dit quelque chose de bien qu'il pense de lui. Ça, c'est un truc que je peux faire. Alors après, ça dépend de quel objectif on vient travailler, quel est le besoin de l'équipe en particulier, etc. Mais oui, ça peut être super vertueux de faire ça. En plus, ça peut être vertueux à plein de niveaux différents, parce que non seulement ça va mettre chaque personne autour du cercle dans une position de ah oui, attends, si je devais dire un truc de positif, ce serait quoi ? Qu'est-ce qui me parle le plus ? Qu'est-ce que je trouve le mieux chez cette personne-là ? Donc déjà, c'est un petit travail d'analyse et pour justement se forcer à mettre le focus sur ce qui va bien, ce qu'on apprécie. Et en plus, la personne qui est au centre, c'est comment j'accepte les compliments, comment je réagis face à... c'est pas simple. C'est pas simple du tout.
Comment je fais ça? Parfois, c'est non, mais c'est pas grand-chose. Oui, non, mais ça c'est naturel. Non, mais pas. Enfin, le non, mais il vient très naturellement. Et donc, comment je reçois ça de manière tout en restant humble, mais avec assertivité, à dire ah oui, d'accord. C'est vrai que ça c'est quelque chose que je fais et qui est apprécié. Et ben, je prends note et ça fait du bien. Et comment j'apprends à remplir un peu ma jauge comme ça de confiance et d'estime de moi. Sans en faire des caisses et d'un coup avoir l'impression d'être hyper prétentieux, quoi. Ouais, donc ça peut être un bon exercice à la fois pour soi, de se dire ok, si je dois trouver un point positif chez tous mes collègues, ce serait quoi? Ça serait quoi? Et leur dire à l'occasion. Oser le dire en toute simplicité. Moi, ce qui me touche chez toi, je sais pas, c'est ta sincérité et ta douceur. C'est vrai, en vrai. Merci. Et en même temps, pour fédérer des équipes, une équipe, ça peut être une bonne manière de se dire en fait on s'aime, quoi. Ouais. En fait, il y a des trucs qu'on kiffe chez tout le monde. C'est clair. Et oui, il y a des choses, mais ça fait partie de la vie, on doit s'améliorer, mais il y a quand même une base qui fait que on kiffe bosser les uns avec les autres. Ouais. Et en plus, il y a un troisième point, il y a le côté prendre conscience de comment le monde, et en l'occurrence mon équipe, me voit. Et ça peut être aussi extrêmement intuitif. Après, il peut y avoir des moyens détournés du type portrait chinois, selon le niveau de proximité des équipes. Avant de faire un compliment à chaque personne, ça peut être un portrait chinois. Comme ça, on dit des choses. Ça peut être un peu moins impressionnant en tout cas. Merci Florence pour tout ça. Je trouve que c'est plein de conseils pratico-pratiques très riches qui font écho et qui viennent compléter les témoignages que j'avais pu recevoir de managers opérationnels d'un chef. Peut-être pour conclure, quelle est la suite pour toi? Où est-ce qu'on te trouve, on te suit? Comment on fait pour te contacter si on veut mettre de l'improvisation, de l'écoute et de la confiance dans nos équipes? Alors, pour me contacter, donc j'ai un site internet qui est florenceleroux.fr. Ouais, je le mettrai en commentaire de l'épisode. Et puis ma page LinkedIn aussi, comme ça il y a la messagerie instantanée qui peut être très pratique. Et sinon, la suite pour moi, c'est le parcours manager que j'ai créé là ces derniers mois, qui va justement permettre d'accompagner les managers à faire grandir leur équipe pour plus d'épanouissement, plus de cohésion et plus de performance in fine. Donc c'est en 4 jours sur 2 mois, et donc il y a plusieurs techniques. Enfin, c'est très opérationnel dans le sens où j'ai vraiment conçu ça avec de la pratique en fait, très peu de théorie mais beaucoup de mise en pratique, parce que je considère que comprendre intellectuellement c'est bien mais ça ne suffit pas, et pour que la transformation soit durable et que les choses bougent et s'améliorent, il y a vraiment besoin de les ancrer en soi et de les expérimenter. Donc c'est très axé sur la pratique, l'appropriation et le fait de se sentir en confiance, et en plus de passer un bon moment convivial, parce que voilà, moi c'est des choses qui me tiennent beaucoup à cœur en termes de valeurs. Je souhaite plein de succès dans ce déploiement, et puis un grand merci pour ta venue sur Chef. Merci à toi pour cette invitation. J'espère que vous avez maintenant compris ce que signifie écouter et surtout comment écouter. Pour ce débrief, je voulais relever 3 pratiques très faciles et simples à mettre en place pour améliorer votre niveau d'écoute auprès de vos collaborateurs. D'abord, commencez les réunions d'équipe ou les points en one-to-one avec la question « Comment vas-tu ?» ou « Quelle est votre fierté de la semaine ?» et écoutez la réponse attentivement. La deuxième pratique que je retiens est aussi de répondre soi-même à cette question de manière transparente. Pas forcément s'étaler ni raconter sa vie. Ça peut juste être « je suis un peu fatiguée en ce moment » ou « je suis vraiment contente des projets en cours et ça me donne de l'énergie ». La dernière pratique qui m'a beaucoup parlé est le fait de ne pas être obligé de répondre. Écouter l'autre et se soucier de l'autre ne veut pas dire prendre ses problèmes, et ça m'a fait du bien à entendre. Je me suis noté la question de relance suggérée par Florence. De quoi aurais-tu besoin pour que ça aille mieux? Par exemple, quand quelqu'un nous dit qu'il ne va pas très bien en ce moment et pour lequel on ne peut rien faire. Si cet épisode vous a été utile, je vous invite à le partager autour de vous, à par exemple 2 contacts managers, et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!